Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité, merci également pour votre attachement que vous ne cessez jamais d'accorder à votre chaîne. Bienvenue dans cette émission qui réunit les journalistes de la province du Lualaba pour passer en revue les actualités qui ont marqué la semaine. Vous allez vous rappeler que 100 jours déjà, les nouveaux animateurs des institutions comme la mairie, les deux communes ont actualisé 100 jours. Et donc nous allons dresser un bilan de mi-parcours. Ont-ils fait quoi de spécial dans la ville minière de Kolwezi? Est-ce qu'il y a-t-il des avancées par rapport à l'élan qui a été implémenté par leurs prédécesseurs? C'est de ça qu'on va parler. La deuxième thématique sera consacrée à la journée mondiale de la presse et la liberté d'expression en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Lualaba. Est-ce les journalistes s'expriment librement? Quelles sont les contraintes auxquelles ils font face? C'est de ça qu'on va parler dans cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre. Bienvenue à tous. Sur ce plateau, j'ai Bondi Ampalanga, il est journaliste reporter à Amani Radio et Télévision. Bondi Ampalanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Sunangoy, bonjour aux téléspectateurs. Le deuxième journaliste qui est avec moi, c'est Olivier Mwenze. Il est journaliste reporter à la radio communautaire libre. Bonjour Olivier Mwenze. Bonjour Shona et merci vraiment pour votre attention particulière attachée à ma personne et aussi bonjour aux téléspectateurs d'Amani Radio Télévision. Merci. Le tout dernier, c'est John Mpoyo, journaliste à Amani Radio et Télévision. John Mpoyo, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Chounar. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent dans ce net précis moment à la télévision Amani. Bonjour également à mes deux confrères ici présents sur les plateaux. Et merci encore une fois de plus de votre invitation parce que ça me réjouit de participer vraiment dans cette émission qui réunit les journalistes de la province du Lualaba. C'est avec ces journalistes vertébrés qui vont émettre, nous allons débattre sur ces deux thématiques. Madame, Messieurs, n'hésitez pas aussi de participer, le débat est ouvert à tout le monde. Je commence déjà directement avec John Mpoyo. Les nouveaux animateurs de la mairie, commune de Dilala et Manika ont totalisé 100 jours. Y a-t-il des avancées ou on est en train de reculer? Justement, on doit vraiment être clair dans tout ce que nous allons dire ici. Certes, il y a des avancées. Des avancées, pourquoi? Parce que nous avions vu avec vous les anciens animateurs au niveau de la mairie, des deux communes de la ville d'Kolwezi. On le sait très bien, surtout pendant les quelques derniers jours qui les accompagnaient. On a vu comment est-ce que la ville d'Kolwezi était très insalubre. Si on peut d'abord commencer par là, parce que vous êtes sans ignorer que c'est ça d'abord les champs de bataille du nouveau premier citoyen de la ville d'Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele. On a tant décrié cela, mais depuis quand même son arrivée à la tête de la mairie d'Kolwezi, il y a quand même cette avancée significative. Vous voulez nous dire qu'aujourd'hui la ville est propre? On ne dit pas déjà que la ville est totalement propre, mais on est quand même de voir ces changements-là. Si on doit quand même essayer de parler en termes de bilan à mi-parcours, il y a des avancées, mais il y a quand même beaucoup de choses qui restent encore à faire pour, bien évidemment, pas seulement sur les domaines de la salubrité ou de l'insalubrité, mais aussi sur les domaines de la sécurité. On doit également sécuriser la population kolwezienne. On doit justement parler autour de toutes ces petites questions pour voir ce que les nouveaux animateurs ont déjà fait et ce qu'il reste vraiment à faire dans la ville de Kolwezi. Il reste vraiment beaucoup de choses à faire dans la ville minière de Kolwezi. Bondi Ampalanga, y a-t-il des avancées ou pas? Un bilan que vous pouvez dresser de mi-parcours par rapport au travail qu'a le nouveaux animateurs? D'emblée, je loue votre question, Shunangoy. Je souligne ici avec précision qu'il y a des avancées très très significatives au niveau de Kolwezi, c'est-à-dire j'englobe la ville tout entière, aussi les deux communes en particulier, soit la commune de Dilala et celle de Manika. Mais un point à relever, c'est que dans les 100 jours ici du maire de la ville, je parle d'abord du patron de la ville, ouais, on l'a senti, il a su inscrire son nom dans les 100 jours. Dans 100 jours, il inscrit son nom parce que c'est très
est insupportable, que vous êtes maire de la ville, même les gens de votre avenue ne savent pas que c'est vous le maire de la ville. Aujourd'hui, Maître Jacques Massengo Kindele, il est connu partout. Aujourd'hui, même un petit enfant, maire de la ville au Kolwezi Inani, c'est Maître Jacques Massengo. Très bien, coup de chapeau à la cellule de communication, mais Maître Jacques, il doit aussi revoir son job description. Parce qu'il est aussi là pour éduquer la masse. Okay? La mairie et les deux communes doivent aussi éduquer les citoyens. Les cours d'éducation civique et morale qu'on donne à l'école ne suffit pas, je vous informe. Mais dans quel sens il peut éduquer aussi? J'arrive très bien. Les cours d'éducation civique et morale ne suffit pas. Pour nous qui sommes citoyens, ou soit pour toute la population congolaise, vous allez voir aujourd'hui, un citoyen ne sait pas la tâche que doit effectuer le bourgmestre de sa commune. Un citoyen ne sait pas distinguer entre les tâches attribuées à un gouverneur de province, à un maire de la ville, à un bourgmestre de la commune, voire à un chef de quartier. Et je vais chuter par les ministres provinciaux. Un citoyen ne sait pas, mais la mairie et ces deux communes sont là pour éduquer la masse. On doit organiser des conférences pour éduquer la jeunesse. On ne doit pas organiser des conférences, seulement des ateliers pour parler mine. J'ai aimé les derniers discours de l'excellence de Oda sur la journée. Je pense qu'il y a une journée qu'on a célébrée, voilà, journée du travail. Il a dit, quand on parle de travail, ici là-bas, on ne voit que mine. Non, on doit éduquer aussi la masse. Il faut organiser des conférences comme on le voit ailleurs, dans un pays où par semaine, vous avez 6 conférences, vous participez à 6 conférences débats, par semaine 4 conférences, et vous qui mais on a tendance aujourd'hui, dans ces coins-là, j'ai dit, dans les 100 jours, 0 pour le maire de la ville, 0 pour les 2 bourgmestres. Aucune conférence. C'est seulement l'insalubrité là où ils ont réussi. L'insalubrité. Or, la gestion d'une entité n'est pas seulement pour l'insalubrité. Ce ne sont pas tous les quartiers qui sont sales, je confirme. Alors, si vous ne faites que insalubrité, ma quartier le coup propre, vous allez faire quoi? Et donc, faites ça. Et ça serait aussi un pas. Oui, pour le pas de l'insalubrité, vous avez inscrit votre nom, on a vu vous descendre. Mais en dehors de ça, ça ne suffit pas seulement de descendre avec les engins pour enlever des déchets. Mais il faut aussi faire quoi? Mettre la police d'assainissement. Ok, il faut le faire. On les voit. Mais quand même, le maire de la ville l'avait déjà annoncé. Oui, qu'il y aura une police d'hygiène. Très bien. S'il l'avait déjà annoncé, ça je confirme et j'encourage cette idée. Il faut mettre la police d'assainissement et de salubrité. On vous trouve on n'a tout pas Boutchaf, papa. Un montre ne doit pas être en deçà de $1000. Et on verra si toutes les deux communes ici seront sales. Olivier Moïse, est-ce qu'il y a-t-il des avancées par rapport à tout ce qu'on a vu? Nous avions vu les maires de la ville et les deux bourgmestres effectuer beaucoup de descentes. Est-ce que la ville aujourd'hui reflète un peu son image? Oui, Chouinard, merci de la parole. D'abord, d'emblée, il faut rectifier ce que Bondi a dit. Il faut noter que l'actuel maire de Kolwezi, il n'est pas venu à la tête de la ville de Kolwezi pour se faire un nom. Donc l'actuel maire de Kolwezi, c'est un enfant de Kolwezi. On le connaît très bien à Kolwezi. C'est quelqu'un qui est très bien connu à Kolwezi. Ce n'est pas dans le 100 jours qu'il vient d'asseoir son nom à Kolwezi. Donc quand on parle de Massengo Kindele à Kolwezi, donc on sent que ça dit quelque chose. Mais pendant qu'il était maire adjoint, il n'était pas du tout célèbre. Mais il était connu quand même, oui. Il était connu. Vous connaissez très bien qu'il était connu ici à Kolwezi. C'est un ancien acteur politique de Kolwezi et enseignant de son état. Donc c'est quelqu'un qui était connu avant d'être maire de la ville. Il était maire adjoint et puis donc c'est quelqu'un qui était connu à Kolwezi. Pas qu'il est venu d'abord dans le 100 jours, il a assis son nom. C'est comme si ce serait parmi ses réalisations. Non. Et aussi, avant que je ne parle des avancées, alors il a parlé des conférences. Réunir les gens dans une salle, c'est une conférence. Mais réunir les gens dans un meeting populaire, c'est aussi une autre conférence. On a vu le maire de Kolwezi, partout il descendait dans des quartiers. On a vu à Moussonoy, à Luilou, à Kapata, à Useka. Il réunissait au moins les gens. Il réunissait au moins plus de 100 personnes pour leur inculquer sa nouvelle vision sur l'assainissement. C'est une sorte de conférence. Donc, c'est-à-dire qu'il en a eu pendant ces 100 jours qu'il a réalisé. Revenons en arrière. La ville de Kolwezi, c'était une ville parmi les villes insalubres de la RDC. Quand on entrait seulement à l'entrée de la ville, déjà, on est accueilli par l'insalubrité. Mais grâce à la nouvelle politique et la nouvelle vision des nouvelles autorités, là, nous voyons qu'il y a quand même des avancées très significatives par rapport
à l'assainissement. D'abord, premièrement, donc vous avez suivi, nous tous en tant que journalistes, nous avons suivi déjà dès le premier jour, le maire de Colosi a dit qu'il fera de l'assainissement son cheval de bataille. Même il a dit, le plus grand travail que nous aurons, c'est rendre salubre à la ville. C'est pourquoi vous sentez qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis à ces côtés-là ou dans ces domaines-là d'assainissement. Mais on a l'impression qu'il s'est beaucoup concentré dans l'assainissement pendant qu'il y a d'autres secteurs qui ont des problèmes. Nous sommes en train d'évoluer. Ce n'est pas seulement dans l'assainissement, mais vous avez vu, il s'est concentré aussi dans l'insécurité. Donc, pour sécuriser sa population, le maire a consenti beaucoup d'efforts, d'abord par la sensibilisation, parce qu'on sent que tout se passe dans la tête. Quand une personne comprend vraiment ce qu'elle est réellement, vous allez voir que les choses vont aller de mieux à mieux. On a vu le maire dans chaque descente qu'il descendait sur terrain avec sa population. Il était tellement direct avec sa population, tellement abordable. Et il a échangé, à chaque fois quand il échange avec les gens sur l'assainissement, il leur inculque quand même quelque chose sur l'insécurité. Il faut commencer à dénoncer. C'est parce qu'on a tous suivi et nous suivons tous à la télé. Il a dit à la population, de commencer à dénoncer tout mouvement suspect et de commencer à collaborer. Au-delà de dénoncer, il faut peut-être doter aussi les moyens à la police, hein. Mais oui. Donc, tout ça, c'est une vision et il y va mollo. Et on commence d'abord par la sensibilisation. Et une fois la sensibilisation terminée, et là, on va voir dans quelle vitesse supérieure avancer. En dehors de l'insécurité, nous avons vu le maire s'impliquer aussi dans ces différentes descentes, dans la lutte contre les érosions en Colosi. Il y a eu des érosions qui ont été renfermées du côté Jolie Cité RVA. Ça aussi, c'est parmi les choses à ajouter sur les bilans des 600 jours du maire de la ville de Colosi. Mais pourquoi aussi pour les bourgmestres, parce que on sent que la nouvelle équipe dirigeante de Colosi, c'est beaucoup plus l'unité qui leur caractérise. On sent que le maire est tellement très collaboratif avec les bourgmestres, les deux bourgmestres, le maire adjoint. Donc, ils forment vraiment une forte équipe, chose qu'on ne constatait pas au fait dans la ville de Colosi. Olivier, je vais revenir à toi. John Mpoyo. Olivier nous parle de l'unité parce qu'il y a les nouveaux animateurs. On sent qu'il y a cette unité, mais pendant que chacune doit nécessairement gérer sa juridiction, dans la commune de Dilala, est-ce qu'il y a des avancées par rapport à ce que la commune perçoit comme redevance minière dans 100 jours? Par rapport à ce que la commune perçoit comme redevance, Chonar Ngoï, on doit le dire très clairement. Personnellement, hormis cet état des choses comme Olivier a avancé. Olivier Bondi à Palanga, les problèmes d'assainissement de la ville. Jusque-là, je suis en train de voir, c'est comme qui dirait la commune de Dilala est en train de patiner. On est en train de voir la commune, les deux communes plutôt marcher derrière la mairie. Et donc, comme la mairie a commencé avec les problèmes de l'assainissement, les deux communes aussi se disent, bon, nous aussi, nous allons d'abord assainir nos deux communes. Déjà, la mairie l'a déjà fait, l'a déjà annoncé, il est en train de les faire, mais c'est en ces moments où la commune de Dilala doit aussi voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour bien évidemment aider sa population. Elle ne doit pas rester seulement dans l'assainissement, mais néanmoins, il y a quelques jours passés où la bourgmestre de la commune de Dilala était en descente dans l'un de ses quartiers de sa juridiction pour aller poser la première pierre de la construction d'une école. C'est que nous saluons, mais jusque-là, franchement, on doit le dire, on ne sait pas vraiment en quoi est-ce que la bourgmestre de la commune de Dilala est en train de faire exactement aujourd'hui. On ne sait pas vraiment la situer. Mais peut-être pour la commune de Manika, malheureusement que vous n'avez pas soulevé cette question. On va y arriver. On est en train de partir. À ce niveau-là, on est en train d'attendre vraiment beaucoup plus de la bourgmestre de la commune de Dilala pour voir vraiment qu'il y ait des avancées très significative qui est derrière la population coloisienne. Voilà, merci John Mpoyo. Bondi en Palanga. Est-ce qu'il y a cette unité que fait preuve cette nouvelle équipe de la petite territoriale dans la province du Lualaba? Est-ce que c'est une force ou bien c'est une faiblesse? Parce que chacun a sa juridiction qu'il faut gérer. Avant d'aborder cette très belle question,
Je suis d'abord désolé d'apprendre sur ce plateau que M. Olivier Moïse, à côté de moi, c'est un communicateur de Maître Jacques Ndele. Il n'est pas communicateur, il est journaliste. Je l'ai présenté comme journaliste. Oui. Dans sa réaction, les titres là-bas, je ne sais pas s'il a pris le temps de lire les titres là-bas. 100 jours de bourgmestre à la tête de 2 communes, soit Dilala et Manika, chapeautés par le maire de la ville. Il ne nous a parlé que du maire de la ville, avant d'aborder cette question. Oui, certes, avant d'être notifié comme maire titulaire, il n'était pas trop connu comme aujourd'hui. J'aborde maintenant la question. L'unité, au fait, pour mieux faire, c'est l'unité. Ok? Aujourd'hui, nous sommes en moyen télévision. On ne veut pas produire un bon journal si la rédaction n'est pas dans l'unité. Mais il faut savoir que les entités territoriales décentralisées sont autonomes. Très bien, très bien. Elles sont dans la libre administration de la démocratie sur cette décentralisation, certes. John Poyo, je pense, il s'est noyé, dans son océan. Quand la bourgmestre de Dilala est derrière le maire de la ville lors des opérations d'assainissement, ça ne veut pas dire que on ne sait pas dans ces sens. Attendez. John Mpoyo, patiente. Tu auras la parole, John. Oui. La parole jusque-là, John. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi dirige toute l'RDC, n'est-ce pas? Mais quand il lance un projet de construction au Lualaba, le gouverneur doit aussi initier ses propres projets pour laisser celui que le chef de l'État a lancé, ou soit la gouverneure, non. La gouverneure doit aussi initier ses projets, mais tout en accompagnant les projets lancés par le chef de l'État. C'est ce que font les 2 bourgmestres. Le maire de la ville qui lance une opération Kolwezi ville propre, les 2 bourgmestres doivent être derrière. Et aussi tout en initiant leurs propres projets pour leurs 2 communes, soit Dilala et Manika. Ce qui n'est pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est là que je suis en train de partir. Les tâches d'un dirigeant d'une entité, ou soit la tâche d'un bourgmestre, ne se limite pas seulement à rendre propre. Aujourd'hui, Namanda, Inès Kouisha, et à la fin, quand on va demander les bilans, nous avons rendu Kolwezi propre. Non, c'est pas sérieux. Hormis l'insalubrité, de chasser l'insalubrité, cultiver aussi la mentale, ok? Éduquer la masse. Moi, j'insiste là-bas, parce qu'en tout cas, la population, elle est dédressée. La population déraille. La population a déjà déraillé sur... a déjà déraillé sur les 2 piliers qu'il faudrait marcher afin d'arriver à cette bonne démocratie. Aujourd'hui, même la démocratie lui-même est étonnée. Elle-même est étonnée. Parce que quand on parle de démocratie, les gens se permettent de faire du n'importe quoi, de dire du n'importe quoi. Vous trouvez quelqu'un en train d'uriner, de faire pipi au bord d'une route. Et quand il va suivre la télé, il regarde une route de Paris, il dit non, là c'est propre. Pourquoi chez nous c'est sale? Oh, Mboka Nini, comme ils le disent, Mboko Nini par exemple. Or, ce sont des mentalités aussi qu'il faut éduquer. Certes, il a souligné que oui, le maire aussi, il essaie un tout petit peu d'inculquer des notions sécuritaires, c'est très bien. Mais moi ici, les changements de mentalité du citoyen de Kolwezi est très important. J'ai ma petite vidéo qui se maintenant, on a l'impression qu'on veut justifier les 100 jours par rapport à l'insalubrité. Mais pendant que la mairie est en train de percevoir aussi la redevance minière. C'est là que je suis en train de boucher l'idée ici. C'est là que je refuse encore. Parce que si on va s'éterniser sur les problèmes d'insalubrité, là c'est faux. J'ai dit, si vous prenez l'avenue Lusanga, vous prenez, vous arrivez au niveau de l'Athénée, il y a une avenue qui va du côté gauche où il y a la direction d'Erlou. Cette avenue-là, est-ce que vous allez me dire, vous allez faire là-bas l'opération Kolwezi propre? C'est déjà propre. Ici, j'ai dit, des questions, il y a salubrité, on doit revoir les secteurs. Il faut initier les projets par quartier. Ok? Chaque quartier doit avoir son propre projet. On a des chefs de quartier. Convoquer les chefs de quartier. J'ai l'impression ici qu'il y a même des chefs de quartier qui n'ont jamais croisé face à face le maire de la ville, qui n'ont jamais croisé l'air. Il n'est pas accessible. Attendez. C'est-à-dire il n'est pas accessible. Non, je ne dis pas ça, maître. Il est très ouvert. Mais c'est question d'éducation. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas très bien éduqué, vous lui nommez chef de quartier tel. Il ne sait pas, je vais faire quoi. Mais il faut convoquer les chefs de quartier. Dis-leur, donnez-nous vos projets de communauté, vos projets de quartier. On doit élaborer et puis on travaille ensemble parce que nous sommes dans la libre administration de la petite territoriale. C'est-à-dire les chefs de quartier aussi, bien qu'ils sont sous tutelle
de leur bourgmestre, mais ils doivent aussi initier leur projet parce que c'est eux qui sont en contact très permanent avec la population. Ils savent la sécurité, ici ça commence à partir de quelle heure, ils savent ici le prix des maïs. Mais il a eu à organiser des rencontres avec le cadre de base. Non, je suis très à la une. Je ne sais pas si je suis très à la une. Il faut inculquer le mental. Je suis très travailler sur le mental. Je suis très informé. Ici, j'ai dit il faut travailler leur mental parce que quand on leur convoque, ok, il ne suffit pas seulement de leur dire non, désormais c'est moi le maire de la ville, ici il faut commencer à faire ça. Dis-leur, donnez-nous vos projets des quartiers. Aujourd'hui, tout le monde s'éternise sur la question des redevances minières, chose qui entre même dans la presse. Je suis désolé d'aborder en avant cette autre question. Aujourd'hui, même quand l'excellence Guy Loando qui est venu pour présenter les 6 communes qui vêtiront désormais Kolwezi, les gens regardent toujours commune Yaming. Non, ce n'est pas ça. On doit travailler, on doit être centré notre pouvoir et centralisé sur le peuple. Voilà. Parce que c'est un pouvoir qui est donné par les peuples. Olivier, nous nous approchons directement des élections de 2023. Ça sera les élections générales où même les maires de la ville seront pratiquement votés. Qu'est-ce que le Lualaba peut vériter aujourd'hui de M. Jacques Massengo Kindele? Seulement l'insalubrité qu'il a su chasser dans la ville ou bien il y a d'autres choses qu'il a fait? Voilà, merci. J'aimerais rectifier quelque chose que Bondi m'a en fait revêti une robe que je n'ai pas portée. Mais il m'a qualifié d'un communicateur du maire, d'actuel maire, mais quelque chose que je ne suis pas. Je suis journaliste et je reste journaliste. Ah bon? Je comprends que Bondia, il est à cheval entre un pied à Lubumbashi dans la commune de Akamalonde et aussi un pied à Likasi. C'est pourquoi il ne maîtrise pas trop bien la ville de Kolwezi. Voilà. Alors, nous, on est journalistes, on a passé un peu du temps à Kolwezi et on connaît les gens de Kolwezi. C'est pourquoi est-ce qu'on parle, voilà, c'est pourquoi on parle de Kolwezi. Parler des conférences, parler des rencontres. Inculquer les chefs de quartier. Voilà. Que les chefs de quartier aussi commencent à présenter leurs projets. Reprises, on a suivi tous à la télé, à 2 reprises dans la salle NAS, le maire de Kolwezi a réuni les cadres de base, chefs de quartier, chefs des rues, les 2 bourgmestres, les chefs des cellules. Ils étaient à 2 reprises d'ailleurs dans la salle NAS à rencontre directe avec le maire. Pour quel résultat? Ils ont posé des questions et le maire leur a inculqué sa politique ou sa vision au fait des travails. Comment est-ce qu'il veut que les choses avancent, que les choses évoluent? À 2 reprises, ces cadres de base, plein dans la salle NAS. Et aussi, en dehors de ça, ils partaient à leur rencontre dans leur quartier respectif. Et il va encore y faire. Vous avez vu que récemment, il a commencé les visites administratives. Il a commencé avec la commune des Manika. Après, il est parti dans la commune de Dilala. Donc, vous sentez qu'il y a cette volonté de changer les choses et il y va à petits pas. Alors, on ne peut pas juger, tout comme on ne peut pas en fait, situer le maire dans le 100 jours. 100 jours, c'est trop peu. On le situe déjà dans l'insalubrité. Non, en fait, 3 mois de perception de la redevance minière. Est-ce qu'on a, dans le 100 jours, est-ce qu'on a touché dans tous les secteurs qu'il a touché? J'ai parlé ici des érosions. Est-ce que c'est l'insalubrité? Non. J'ai parlé ici des érosions. Il a plein de projets. On ne peut pas anticiper, tout comme ce qui est dans sa tête, dans sa vision. On ne peut pas anticiper. Lui-même, il va, au fait, mollo, nous-mêmes, nous allons constater et voir ce qu'il va faire. Parce que c'est comme un architecte, avant de commencer de construire une maison, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Je vais commencer par la fondation. On ne peut pas commencer déjà directement avec les tôles, tout comme je vais commencer à raconter dans les rues que non, moi, je vais faire ça, mais que je n'ai pas peut-être des moyens. Mais déjà, on commence, au lieu de promettre, mais on commence déjà à petits pas, on commence déjà à poser les bases. Il a effectué beaucoup de descentes pour impressionner la population qu'il est dynamique. Même pas impressionner la population. Et c'est juste que vous sentez l'amour et l'humanisme dans le maire actuel. Nous avons vécu ici à Kolwezi, combien d'autorités, même pas les élus au fait qui devraient être directs avec les peuples, descendre dans les bas quartiers au fait des Kolwezi pour voir leurs électeurs. Mais nous, la chose que nous avons constatée avec le maire actuel, il a descendu, vous avez vu, à pied, là où c'était inaccessible. Il part voir pour apporter des solutions, pour des moyens idoines. En fait, vous allez sentir que le maire
il est vraiment proche de la population et il est en train de chercher à ce que la population se sente tellement à l'aise. Et à chaque fois quand il est là, il descend sur le terrain. C'est quelqu'un qui est trop accessible. Il y a de la population qui lui pose des questions, lui pose des problèmes. Et s'il y a des solutions à donner là directement, il les fait. Soit si c'est à grande échelle, il les fait. Donc on ne peut pas les juger dans le 100 jours. 100 jours, c'est trop peu. Si on prend les jeunes qui... Il faudrait qu'on leur ajoute combien de jours? Non, non, pas les ajouter. Parce que nous allons... Répondez directement à ma question parce qu'il faut que j'accorde aussi la parole à John. Répondez à ma question parce que dans 100 jours qu'ils ont fait, on constate qu'ils se sont beaucoup plus concentrés dans l'insalubrité. Mais qu'est-ce qu'on peut hériter d'eux? Parce qu'aujourd'hui, on est proche des élections. C'est-à-dire si leur mandat s'arrêtait là. Donc, c'est-à-dire que... c'est pas seulement l'insalubrité, nous avons vu à la commune de Manika. Il y a eu... John a soulevé que la commune est en train de patauger. Non, non, la commune n'est pas en train de patauger, la commune est en train de... est sur les bons rails. Alors, vous allez voir que la commune de Manika a lancé récemment l'action Fachi sociale, au fait, où c'est vrai que dans la commune, dans cette partie où il y avait que des toilettes en bâche et autres, mais quand même ils ont modernisé des toilettes. Je pense que John va répondre directement. Je vais aller. Oui. Ok. On a parlé ici de l'unité. Malgré que nous sommes en train de parler des entités territoriales décentralisées. Qui sont d'ailleurs autonomes. Voilà, qui sont autonomes, mais ça n'exclut pas la hiérarchie. On ne peut pas dire que le maire, c'est vrai, il est autonome, mais il ne peut pas collaborer avec son chef direct qui est le gouverneur. On ne peut pas dire que le bourgmestre, c'est vrai, il perçoit la redevance minière du côté d'Ilala, Manika, mais on ne peut pas dire qu'il est directement autonome, mais il ne peut pas respecter la hiérarchie. Chose que nous avons constatée dans le mandat passé. On a vu que le bourgmestre, c'est de son côté, le maire de son côté, le bourgmestre peut-être adjoint de son côté, le gouverneur aussi. Donc c'était des ordres là très Olivier, je vais revenir à toi. On ne peut pas parler de l'unité sans pour autant respecter la hiérarchie. Donc il faut respecter la hiérarchie. John Mpoyo, la commune de Manika avait lancé le projet Fachi social. D'ailleurs, tu es parmi les journalistes qui ont couvert cette manifestation. Où en êtes-vous? Vous êtes la bouche autorisée de nous relater réellement ce qui s'est fait sur le terrain. Oui, merci M. Chouinard pour cette question. D'abord, je vais demander à mon confrère Olivier, à la prochaine fois que vous l'accorderez encore la parole, de parler aussi des deux communes. Voilà pourquoi Bondia Palanga l'avait qualifié comme un communicateur du maire, justement parce que lui... Mais ça, c'est un péché, il faut se repentir la vie. On est en train de parler entre nous, d'ailleurs. Il faudrait que vous puissiez parler aussi des deux communes parce que les sujets lui-même veut à ce que nous ressortissions ici les bilans mi-parcours de la mairie ainsi que des deux communes. Si vous vous basez justement sur la mairie, et alors Bondi a raison. Alors pour ce qui est de ces projets-là qu'il a soulevés, d'abord c'est un projet à saluer. Mais comme je l'ai dit au début de l'émission, qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans la ville de Kolwezi. Vous savez, lancer un projet, c'est bien, mais finaliser, c'est très bien. L'exécution aussi, c'est ça le problème. Ça aussi, les problèmes. On l'a vu, le bourgmestre de la commune de Manika a lancé, il a commencé d'ailleurs par la cité. Hier, j'étais à la commune. J'ai trouvé des toilettes là, tout à fait, qui sont, je ne sais pas moi, stockées, si on pourra le dire ainsi, depuis qu'il avait lancé. Et Binachimami a parlé, on ne sait pas, et les autres là, ils gardent ça pour qui. Il va, je ne sais pas moi, quitter Kolwezi pour donner ça ailleurs, ou il attend encore quoi, on ne sait pas jusque-là. Il y a encore autre chose, il y a les avenues perpendiculaires, vous le savez très bien d'ailleurs, la chaîne communautaire libre est voisine de l'avenue Lusambo à la cité Manika. Les avenues perpendiculaires à la... Il y a des travaux qui ont été lancés là-bas. Cité Manika, il y a des travaux qui ont été lancés là-bas, ça fait pratiquement plus d'un mois. Mais jusque-là, il n'y a pas la continuation de ces travaux. Bachab Chimbula, et puis ils sont partis comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont aller pour finaliser. D'ailleurs, on a eu à poser la question de savoir est-ce que ces avenues seront bien évidemment asphaltées. Les bourgmestres avaient dit oui, les images sont là, peuvent parler. Mais on est en train de voir d'autres avenues, par exemple au quartier Jolicite, qui ont été bien évidemment asphaltées, arrangées, mais qui n'ont pas été macadamisées. Mais on s'est demandé, est-ce que vraiment ces avenues des 5 ou 8 parcelles seront vraiment macadamisées, asphaltées, goudron et tout consort?
Bon, ce sont des questions jusque-là qui restent en suspens. Concrètement, c'est-à-dire à la cité Manica, disons, les travaux qui ont été lancés sur les routes, rien n'avance. Tout c'est déjà arrêté. Jusque-là, par rapport d'abord aux avenues que je venais de citer tout à l'heure, il y a une autre avenue sur quelques autres avenues perpendiculaires à l'avenue, c'est l'avenue Bondo, parce que les avenues, je n'ai pas bien maîtrisé leur nom. Il y a d'autres avenues, 2 ou 3 également, où des travaux ont été lancés. Et jusque-là, on ne sait pas où sont les engins, où sont, je ne sais pas, moi, les entreprises qui ont été soumises à ces travaux. Ils sont disparus comme ça. À qui la faute? Bon, la faute, c'est que la faute à ce niveau-là revient au bourgmestre. Pourquoi? Si vous avez un projet, lancez d'abord ces projets. Dès que vous verrez que non, les projets que je venais de lancer vont marcher, c'est alors que vous allez entamer notre projet. Il n'est pas mieux important de lancer 10 projets à la fois et d'arriver à un certain niveau. Vous êtes incapable de poursuivre ces travaux. C'est pratiquement anormal. Et donc, à ce niveau-là, la faute revient au bourgmestre. Mais hormis ce que vous évoquez comme échec du bourgmestre, il y a encore quoi qui n'a pas marché dans la commune de Manica? Pour ce qui n'a pas encore marché, jusque-là, parce que vous savez très bien qu'ils sont d'abord au début de leur mandat, 100 jours ne suffit pas pour faire tout dans une commune. C'est quand même une entité qui regorge beaucoup de ménages, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, nous attendons encore 2 avant, bien évidemment, les élections de 2023, parce qu'on ne sait jamais. Ils peuvent partir ou ils peuvent encore rester, mais quand même, nous attendons beaucoup d'eux. Voilà, madame, monsieur, on poursuit avec ces débats. Bondi à Mpalanga, les 2 bourgmestres ont aussi fait quelque chose, c'est peut-être qui t'a tapé dans l'œil. Est-ce qu'aujourd'hui, à la commune de Dilala, en rapport avec, si nous faisons une comparaison avec les prédécesseurs qui a laissé la commune dans un élan de développement, est-ce qu'aujourd'hui, la bourgmestre qui est sur place continue avec le même élan ou bien on est en régression? Chouna, vous savez, je devrais également aborder la question des élections municipales pour le maire et bourgmestre autres, pour enfin chuter à cette question. Mais toutefois, je peux d'abord commencer par cette question. Moi, j'apprécie la mise en application des lois qui régissent l'inspection générale des finances, l'IGF. Ici, j'applaudis parce que je vois et je croise presque chaque jour les 2 bourgmestres sur la porte de l'IGF. Ça, j'applaudis, ça dit, il y a un contrôle sérieux et très permanent. Quand ici, je pense, les gens vont me comprendre quand je dis qu'il faut inculquer la population. Les gens pensent que quand il y a un projet, comme John l'a dit, quand il faut financer l'argent sort comme ça. Non, non. Il y a l'inspection générale des finances qui est là, qui jette un œil. Mais comment son prédécesseur faisait? Parce que nous l'avons vu initier des projets. Nous l'avons vu initier des projets. Seulement à son tour que l'IGF est en train de bloquer les choses. Dans combien de temps le bourgmestre sortant de Dilala a su pour terminer avec les écoles que même John était présent, dans combien de routes il a su, dans combien de temps il a su pour amener ces niveaux-là d'élan de développement. J'applaudis, oui, et je pense ici avec le courage et la forte détermination qu'a Madame Françoise, je pense qu'elle va y arriver. Parce que moi, ce que j'apprécie dans les nouveaux animateurs des EPD, c'est la permanence sur le terrain. C'est l'air descente permanente. Mais il faudrait que ça porte des fruits. Hein? La population a besoin des résultats. Parce qu'il faut un suivi tellement sévère, surtout sur les gens qui exécutent les travaux sur les lieux. Aujourd'hui, on peut vouloir entreprendre un chantier au niveau de la ville, au niveau de la commune. On lance peut-être l'appel d'offres, il y a des entreprises qui concourent et là-bas on note une entreprise qui va œuvrer sur place, mais une fois lancés les travaux, on les laisse. On ne sait pas aujourd'hui ils sont à quel niveau, ils arrivent là-bas, ils payent des maniocs qui sont en train de manger de 9h à 14h, au lieu de travailler. Nous on attend que la route puisse terminer afin de l'emprunter et diminuer les embouteillages, mais ils arrivent parfois de recevoir les plaintes de la population. Parce que nous sommes journalistes et certes nos numéros sont ouverts, il y a des personnels qui sont là-bas sur le lieu de travail en train de baratiner les filles qui passent au lieu de travailler, au lieu de terminer les caniveaux et nous libérer la route. Parce que plus vous traînez sur les chantiers, plus l'autorité ici subit la pression de la population. Parlons des élections des animateurs des ETD ici. Moi quand on passe de cette question, je sens la calvitie pousser sur ma tête.
Comment et de quelle façon? Savez-vous que l'histoire aujourd'hui, sous la vision du chef de l'État, le pays est en train d'avancer. Parce que pourquoi? Je dois travailler sous la vision du chef de l'État. Je dois travailler sous l'impulsion de l'autorité provinciale. Au cas contraire, on va me faire passion et on va me faire partir. Ici, pour moi, je voudrais que les bourgmestres puissent commencer à être nommés, mais pas voter. Aujourd'hui, vous sentez gouverneur de province, ministres provinciaux, ils travaillent fortement parce qu'à moindre chèque, c'est l'Assemblée provinciale qui va sanctionner. Ok, mais vous imaginez, comme aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui a nommé très bien, c'est la population qui nomme très bien. Aujourd'hui, les députés, il y a des députés qui dorment dans l'hémicycle, non? Qui les met dehors? Mais c'est la population qui l'a voté, non? Quel jour la population se révoltera pour mettre dehors de l'hémicycle les députés qui dorment et qui somnolent au lieu de parler pour le peuple? Vous voulez tout simplement dire que les législateurs ont tapé à côté? Non. Sinon, la constitution de l'RDC doit être révisée, mais pas dans 6 mois des élections générales. Non. La constitution des... Qu'on aille d'abord aux élections. Oui, après les élections, moi je proposerai aux nouveaux élus qui seront choisis par le peuple de revoir la constitution, pas revoir la loi électorale, seulement le mandat d'un député puisse être de 7 ans. Revoyez les lois pour l'intérêt général de la population. Aujourd'hui, quand je voudrais toucher la question sur l'élection des bourgmestres maires, savez-vous qu'aujourd'hui, si la population vote un maire, si la population vote un bourgmestre, ça sera trop facile pour le faire partir, savez-vous? Parce qu'au cas contraire, il va appeler un groupe de gens de son quartier, ils vont se lever, oh, marche de soutien envers tel. Mais ici, je vous c'est les souverains primaires qui va faire partie. Non, je vous confirme ici. J'ai dit, il y a des députés qui dorment, mais qui les a fait partie? Voilà, merci. Je peux chuter en disant ceci. Je proposerai à ce que le maire de la ville, le bourgmestre, soit nommé par un gouverneur de province. Parce que plus l'autorité provinciale... Mais ils seront redevables. Non, attendez, j'ai donné ici l'exemple sous la vision du chef de l'État. Le bourgmestre travaille. Dans la cité Manique, on a même vu un projet opération Fachi toilette propre. Voyez-vous? Donc, John a décrié ça. Voilà, très bien. Non, c'est ça de manière à pousser les gens à travailler. Au cas contraire, on va me faire partir. Parce que si aujourd'hui, le bourgmestre d'Ilala est nommé par exemple par le gouverneur du Lolaba, au cas contraire, quand il ne travaille pas, on va le faire partir. Parce qu'aujourd'hui, pour que les chefs de l'État aient les dossiers d'une commune, mais il faut être sérieux, il y a la situation sécuritaire là-bas, il y a Rutshuru, il faut aller à Bandundu. Olivier, prenez la parole. Olivier, aujourd'hui, tout le monde dit que nous travaillons sous l'impulsion du chef de l'État. Et le chef de l'État lui dit, le peuple d'abord. Mais si vous allez à la commune pour célébrer un mariage, un bourgmestre qui vous demande 500 000 francs, est-ce qu'un État de droit? Là, ce sont de nomenclatures fixées par donc des nomenclatures en fait fixées par la commission budgétaire. Donc, quand je reviens d'abord à ce que disent mes co-débatteurs, arrêtez de me taxer d'être un communicateur, s'il vous plaît. Voilà. Suivi. Le mal de nommer les animateurs des ETD, c'est ce qui fait à ce que nous faisons toujours revenir sur la vision des tels. Sur la vision des tels. C'est pas mauvais quand même. On se sent redevable envers quelqu'un. Au lieu de se sentir redevable envers la population qui est souverain primaire. On manque tellement la culture des suivis en nous, Congolais. J'ai beaucoup aimé le ministre Tony Mwamba, ministre de l'EPST. Avant de lancer un projet au fait de construction d'une école, il a interpellé l'entrepreneur. Il dit, dans notre pays, nous avons l'habitude ou la culture de lancer les premières pierres, mais de ne pas revenir pour inaugurer. Alors, cette fois-ci, toi, entrepreneur, il faut t'attendre à la prison au cas où on ne reviendra pas pour inaugurer. C'est-à-dire que quand on met une commission de suivi, c'est-à-dire ce qui est prévu par la loi, la Constitution, c'est-à-dire le maire seront nommés, ou les animateurs des ETD seront nommés par les conseils urbains. C'est ça, le maire sera nommé par les conseils urbains, c'est-à-dire au niveau provincial, ce sont les députés provinciaux, au niveau national, ce sont les députés nationaux, et au niveau urbain, ce sont les conseils urbains et des conseils communaux. C'est-à-dire qu'il a aussi les gens qui peuvent les surveiller, mon cher. Donc vous voyez, donc là, il y aura vraiment au moins la crédibilité et aussi les suivis.
Donc Bondi a tapé à côté parce que si on continue à nommer, imaginez-vous là, c'est le président qui a nommé. Et maintenant, le président il a Kinshasa. Bon, des fois peut-être il fait abstraction de ce qui se passe dans les villes, dans les communes. Mais maintenant, imaginez-vous que c'est les gouverneurs maintenant qui nomment. Combien de fois on peut voir un gouverneur comme un dieu? Parce que la personne nommée sera contrainte de toujours d'être redevable pour la personne qui l'a nommé, d'être redevable parce qu'on on peut dire à la population que même si Mie Amouni voté, batani nommé, parce que Mie au moins il a plaisir, ou les Arni nommé. C'est ça le mal des nommés. Mais si on part aux élections générales, à tous les niveaux, je pense que même dans les communes, la mairie, donc il y aura au moins cette redevabilité envers la population. Voilà, moi je pense qu'on peut passer à la deuxième thématique. Madame, Messieurs, vous avez suivi les journalistes qui sont avec moi sur ces plateaux ont mis leur point de vue par rapport aux 100 jours qu'a totalisé les nouveaux animateurs de la petite territoriale dans la province du Lualaba. Vous vous rappellerez que le 3 mai, nous avions célébré la journée mondiale de la presse et de la liberté d'expression. Et donc c'est de ça qu'on va parler, qui est comme notre deuxième thématique. On va l'aborder, peut-être circonscrire le cadre. Ici, au Lualaba, est-ce les journalistes sont libres de s'exprimer librement? Est-ce qu'aussi les politiques s'expriment librement? On doit circonscrire dans le cadre médiatique. John Mpoyo, comment évaluez-vous la liberté d'expression dans la province du Lualaba? Oui, Monsieur Chounard, merci beaucoup pour cette deuxième thématique. Et jusque-là, la liberté d'expression dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi, on est en train de voir ces petits grands reculs parce que vous le savez très bien que dans la plupart des médias où les journalistes œuvrent, ce sont des médias des politiques, mais chose grave, malheureusement, on commence à voir ce genre de choses même dans des médias qui se disent communautaires. On est en train de voir ces blocages aux journalistes de pouvoir s'exprimer librement. Les journalistes n'ont pas accès à des informations librement et à des sources d'informations d'une manière libre. Mais vous le savez très bien qu'il y a l'éthique et la déontologie qui régit les journalistes de la RDC, même aussi la charte de Munich, beaucoup des textes qui régissent les journalistes de Kolwezi disent à ce que les journalistes est libre de s'exprimer, est libre, je ne sais pas moi, de parler de son opinion, de ses sentiments, de pouvoir accéder librement à des sources d'informations, mais choses qu'on ne voit pas vraiment ici dans la province du Lualaba. C'est ce qui bloque d'ailleurs l'émergence de ces métiers que beaucoup de gens négligent alors que c'est un métier. Mais cela est dû à quoi lorsque le journaliste n'a pas de sources d'information, n'a pas accès à l'information, c'est dû à quoi? Voilà pourquoi j'ai dit que dans la plupart des médias, nous travaillons, les journalistes œuvrent pour les acteurs politiques. Vous savez, si tel est, je ne sais pas moi, de telle obédience politique, tel autre de telle obédience politique, dès qu'une fois vous avez besoin d'aller vous ressourcer de celui qui est de l'opposition ou je ne sais pas moi, de la majorité, il va vous dire que non, les journalistes de tels médias, de telles chaînes, moi, il n'y a pas moyen de les recevoir, il n'y a pas moyen de parler. Peut-être je serai, je ne sais pas moi, suspendu ou même les journalistes ont peur de faire intervenir certains acteurs politiques. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être, je ne sais pas moi, limogé de sa chaîne. Donc il n'est pas libre de pouvoir s'exprimer librement, chose que d'ailleurs nous devons quand même décrier en tant que journaliste, mais jusque là on doit encore y travailler, bien que le président de la République a dit que la liberté de la presse va faire à ce que notre démocratie soit bien évidemment consolidée. Je me rappelle bien de ce que les Reporters sans frontières nous a donné comme liste des médias dans le monde entier qui respectent la liberté de la presse. La RDC est classée 124e. 124, mais on se demande, en République démocratique du Congo, on nous dit qu'il y a des avancées, et puis nous sommes classés 124e, mais l'année passée, en 2022, nous étions également classés 124e, si je ne m'amuse pas. C'est-à-dire nous gardons la même place. La même place, mais quelles sont ces avancées que les gens sont en train de voir en République démocratique du Congo par rapport à la liberté de la presse? Et donc, on est en train de décrier cela. On doit encore travailler beaucoup plus là-dessus pour que nous ayons vraiment cette liberté de presse que nous sommes en train de chercher Bon dia, Palanga. Toutes ces années. Est-ce que les journalistes
s'expriment librement. Je m'inscris en faux complet contre les discours de mon confrère John Poyo, parce que dire aujourd'hui et prendre le rapport du Reporters sans frontières comme parole d'évangile, en tout cas c'est être perdu. On ne peut pas gober et croire à tout ce qui vient de l'extérieur. On ne peut pas croire à tout ce que l'on nous raconte par les gens qui sont à l'extérieur. On a vu ici... Mais si nous-mêmes nous ne le faisons pas, si nous-mêmes nous ne le faisons pas, mais il y a d'autres qui le font à notre place. Voilà, j'y arrive. On l'a vu ici quand Bounagana était dans le maire du M23. Si vous regardez des chaînes occidentales, on vous montre que les avancées des M23. Et quand les FARDC repoussent l'ennemi vers de l'autre côté de la République, on ne vous informe pas. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas inévangile pour nous qui sommes en République démocratique du Congo. Croyons et voyons et croyons en ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire que c'est pour les néo-colonialistes. Voilà. Moi, je voudrais dire quoi ici? La liberté des presse RDC dit 2022, 2023, 124e place, la même danse, ça là c'est très faux. Il y a des avancées très significatives en ce qui concerne la liberté de la presse. Aujourd'hui, savez-vous que le média, au lieu de jouer son rôle, au lieu de faire très bien son travail, mais aujourd'hui, les médias se transforment en colons. Aujourd'hui, les journalistes, ce sont eux qui sont en train de coloniser les autorités. Les savez-vous aujourd'hui? Dans les réseaux sociaux, je déplore. Les journalistes colonisent pas mal nos autorités. De quelle manière? Chacun se permet de diffuser n'importe quoi. Et comme au nom de la liberté de la presse, au nom de la liberté d'expression, on laisse tout. Aujourd'hui, les médias, un métier qui semble franchir même le borne de la démocratie. On veut parler de la démocratie, certes, mais les journalistes a débordé même les frontières de la démocratie. Aujourd'hui, Sunangwa, vous êtes il ne faut pas confondre la vérité et le débordement, quand même. Non, je suis en train d'y aller, ok? Liberté de la presse, c'est quoi? Il faut laisser les journalistes parler librement, n'est-ce pas? Laissez-lui exprimer son point de vue, mais tout en gardant les bonnes lignes de mœurs, n'est-ce pas? Pour ne pas léser lorsque nous l'avons étudié. C'est là que je décourage l'histoire des moutons noirs. Ça, en tout cas, je décourage. J'ai aimé, même dans le discours de Patrick Mouyaya, du président CESAC RDC, le 3 mai, en tout cas, il faut décourager. Qui a légalisé les moutons noirs dans les métiers de la presse? Ça, il faut mettre dehors. Nous, on nous a appris. Nous qui sommes partis à l'université pour étudier les sciences de l'information et de la communication, on nous a appris les rôles du gouvernement national, du gouvernement provincial, les rôles d'un journaliste en ce qui concerne tout ce qui doit se passer sur la nation, les rôles des services de renseignement. Aujourd'hui, un journaliste ne sait pas distinguer, ne sait pas préciser les rôles du service des renseignements. C'est quoi? C'est la NER. Aujourd'hui, tu passes à la télé, tu incites l'autorité. Or, le service des renseignements est là pour faire respecter les institutions de la République et faire honorer les institutions de la République. Tu débordes, on t'arrête. Mais aujourd'hui, quand on arrête John Poyo, les journalistes vont se lever, les non-instruits, ils vont se lever et chanter. Félix Tshisekedi est en train d'arrêter les journalistes là-bas. Voyez-vous? Et ça, ce sont des trucs à décourager. Ici, en ce qui concerne la liberté de la presse, on doit très bien l'assumer et la gérer tout en gardant les bonnes lignes. Je prends l'exemple des médias en ligne. Tous ici, permettez-moi de citer les noms du journaliste Pero Louara. Je suis très bien couvert par la loi Patrick Mouyaya. Quand vous suivez ces vidéos, il insulte, il attaque les chefs de l'État, les institutions de la République, les premiers ministres, les gouverneurs. Mais des fois, il dit c'est que les autres... Écoutez, mesdames, il y a ceci. Si il dit c'est que les autres disent en cachette, lui il dit tout haut, est-ce que c'est violer la loi? Sunangwa, vous m'avez posé ici la question d'évaluer les 100 jours de nos 3 autorités ici au niveau de Kolwezi. J'ai évalué avec quoi? En toute démocratie et en toute politesse. En se basant sur les lois. En toute démocratie. Je me suis basé sur les lois. Je n'ai pas insulté Maître Jacques Ndele parce qu'il n'a pas touché d'autres secteurs à part la sécurité et l'insalubrité. Je n'ai pas touché seulement ça. Mais j'ai donné ce qu'il fait et ce qui ne marche pas, en ordre. Mais quand vous suivez les médias comme les journalistes que je venais de citer ici, on insulte au lieu de proposer des solutions. Parce que les journalistes, c'est un prophète aussi, hein.
quand vous suivez l'édito, ok, c'est lui qui fait l'édito. Il prophétise de ce que sera la nation demain. C'est aussi la mise en voilà, perspective des très choses. Bien, très bien. Ici, il faut proposer. Il faut proposer. Mais pour moi, dans la liberté de la presse, ici, c'est ça que l'UNPC, d'abord, je déplore la journée du 3 mai qui est passée inaperçue, sans aucune activité. D'abord, ici... il y a eu rencontre sur le plan national. Attendez, nous sommes là-bas, nous sommes dans la libre administration des institutions de la République. Aujourd'hui, en RDC, on voit un président de l'UNPC d'une province, d'une entité donnée, qui se permet de faire une petite vidéo dans son bureau avec un téléphone et il publie ça. Non, organiser des événements, oh non. Parce que souvent, la journée de la liberté de la presse, en d'autres termes, c'est quoi? En d'autres termes, c'est-à-dire qu'il faut rajeunir l'UNPC. Attendez, je vais chuter en disant quoi? Le 3 mai, c'est ça, c'est comme le 30 juin pour la RDC. Pour les journalistes, le 30 mai, c'est la journée de son indépendance. C'est la journée qui doit marcher pour réclamer ses droits d'expression. Mais aujourd'hui, on ne les fait pas. On devrait voir le 3 mai ici dans les rues de Kolwezi. On sent où il y a des journalistes. Mais les 30 juin, attendez, on va voir. Les années passées, c'est à cause du Covid peut-être. Mais aujourd'hui, je déplore tout ce qui se passe. Nous allons revenir sur ça. De la liberté de la presse. Olivier Mouenzé, pensez-vous qu'aujourd'hui les journalistes sont libres de s'exprimer librement, ou bien le média s'exprime librement? Tu sais, Chouinard, ça fait plaisir de parler, tel qu'on est en train de faire ici. Ça fait mais l'exécution, c'est un problème. Mais les retombées de ce qu'on dit, c'est peut-être positif, tout comme ça pourrait être négatif. La liberté de la presse au Congo, une chimère, et au Lualaba, bon, quand même, on sent que il y a des médias qui quand on parlait d'une liberté, donc c'est-à-dire c'est les pouvoirs en place qui réprimandent quand même, les journalistes ou quelques médias, mais quand même à Kolwezi ou là-bas, on sent quand même qu'il y a cette liberté de la presse, et il y a GED qui n'a pas déploré au moins des cas des journalistes arrêtés. Quand même, il y a au moins quelques cas. Mais au-delà, il ne faut pas tout simplement que déplorer si les journalistes ont été arrêtés, et aussi condamner les journalistes qui ont insulté. En fait, parce que c'est hors éthique et déontologie. Les journalistes qui débordent au moins dans leur métier, il y a l'UNPC. L'UNPC, donc j'ai fait partie aussi de la commission des disciplines. Au moins, on convoque, on entend, et puis s'il y a des sanctions, on sanctionne à ce qui concerne la commission des disciplines. Mais parler de la liberté de la presse et d'expression, c'est une chimère de notre pays. Pourquoi? Parce que d'abord, les journalistes lui-même, c'est un grand monsieur. Et le président de la République, parmi ses promesses, il a promis de faire de la presse le 4e pouvoir. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même un journaliste, c'est un grand monsieur. C'est un monsieur qui est au 4e pouvoir. Mais aujourd'hui, on sent que l'information et l'expression est étouffée par d'abord les messieurs journalistes lui-même. Parce que c'est ça en fait dans la difficulté des finances. Les journalistes n'est pas rémunérés en République démocratique du Congo à la hauteur d'un journaliste, d'un monsieur du 4e pouvoir. Les journalistes n'est pas rémunéré à ces niveaux. Et qu'est-ce qu'on constate? Il vit maintenant à la merci de ses sources. Tu pars pour pouvoir faire une interview, tu sens que je suis en train maintenant de choisir les gens qui il faut prendre pour qu'ils me donnent peut-être une information à moitié, et aussi à côté, ce que nous connaissons, on ne peut pas étaler tout à la télévision. Voilà, c'est ça. Donc, on sent que la liberté des presse... C'est le journaliste d'abord lui-même. C'est le journaliste d'abord lui-même qui se constitue en contrainte. Qui se constitue en contrainte. Et deuxièmement, on sent qu'il y a aussi des sources qui lui sont fermées. Peut-être moi j'ai besoin de voir peut-être tel ministre des tutelles, mais le ministre m'envoie son communicateur. Est-ce que les pensées ou les idées du ministre, ou les éclaircissements du ministre, peuvent être les mêmes que son communicateur? Non. Donc c'est-à-dire que la source sûre mais fermée, mais on me ramène quelqu'un qui peut peut-être raconter le 3e chapitre de sa vie à notre micro, à notre caméra. Donc là aussi c'est une contrainte que les journalistes est en train de rencontrer. Il y a aussi autre chose, c'est les chaînes, beaucoup plus des médias sont détenus ou sont des propriétés privées des politiciens.
on est dans une chaîne d'un politicien et on fait sa volonté. C'est-à-dire peut-être c'est les DG qui te dit que non, la tête de ces messieurs-là, ça ne me plaît pas. Et directement, on sent que la tête de John ne me plaît pas, moi, DG. John ne passera pas à notre média, même s'il a des idées, même si, parce que peut-être ils se sont croisés dans un bistrot, peut-être aussi ajouter que le conflit politique commence à influencer les journalistes. Les médias, bien sûr. On sent que telle politique ne passe pas ici, telle politique ne passe pas ici, il n'y a que tel qui doit passer, mais ce sont des choses, des cas à déplorer. Alors, les journalistes doivent être libres d'exprimer ses pensées, aussi de dépendre les sources qui sont que non, cette source va édifier la population, parce que ce n'est pas pour nous qu'on invite les sources, c'est pas pour nous qu'on invite les gens, mais c'est pour la population. Si je me rends compte que dans la personne ici est calée dans tel domaine, on l'amène et on fait passer la personne. John Parton, mais on sent une contrainte parce que la plupart des médias, c'est pour les politiciens, et les politiciens, eux, et aussi ont leur, en fait, ont leur sentiment, la ligne à suivre. Leur ligne éditoriale à suivre, bien sûr. John Mpoyo, pensez-vous que ce qu'Olivier a dit tout à l'heure là, que c'est d'abord la conscience du journaliste lui-même qui est en train de freindre la liberté d'expression? Les journalistes n'est pas conscient, les journalistes lui-même ne se considèrent pas, et partagez-vous le même avis? Les journalistes ne se considèrent pas, donc je dirais oui, je suis de même avis que mon confrère Olivier. Et donc, vous savez, parce qu'il a soulevé les problèmes de la rémunération d'un journaliste en République démocratique du Congo, d'abord, tout doit partir de la conscience. Vous le savez très bien, tout doit partir de la conscience de tout un chacun de nous. Lorsque vous êtes dans un média où vous n'êtes pas bien rémunéré, là je suis en train de prendre la République tout entière, beaucoup de journalistes congolais décrivent cela, ils préfèrent même aller travailler ailleurs, et vrai, en dehors de la RDC, parce que là, ils sentent quand même, ou ils savent quand même que non, les journalistes sont bien rémunérés. Les respects d'abord commencent par soi-même. Nous voyons sur le terrain, des fois vous pouvez terminer une interview avec quelqu'un où il ne fallait même pas prendre l'interview d'un tel ou tel autre monsieur, acteur politique, ou même qu'il ne soit acteur politique. Mais les journalistes, c'est cafouille. Non, on doit prendre celui-là. Vous savez, il est, je ne sais pas moi, un manager dans telle entreprise. Il va nous... Mais ce n'est pas ça. Il faut d'abord se faire respecter. Si vous terminez, par exemple, votre élément, votre reportage, vous partez, vous prenez votre caméra, votre micro, votre dictaphone, vous partez. Mais les journalistes doivent vivre pour ça. Le métier nous dit qu'il faut vivre de ce que nous faisons. Dans une chaîne, il sera payé par la chaîne, il ne sera pas payé par les gens à qui nous faisons des interviews. Prends ta caméra, part et le monsieur va se rendre compte, mais je n'ai pas vu tel, il est où? Est-ce qu'il ne va pas, je ne sais pas moi, supprimer ou quoi que ce soit? Il va vous appeler. Monsieur tel, vous êtes où? Non, je suis déjà à la station, passé au bureau. Lorsque nous sommes tout le temps derrière les gens, derrière, je ne sais pas moi, les acteurs politiques, je ne sais pas moi, derrière des leaders dans différents secteurs, c'est ce qui fait à ce que nous-mêmes nous puissions perdre cette bonne qualité d'être un monsieur, comme on l'a dit mon confrère Olivier. Et les problèmes aussi, c'est quoi? Je reviens à ce que disait tout à l'heure Bonzi à Palanga. Il faut d'abord faire la différence des choses. Il y a celui qu'on appelle un journaliste professionnel, il y a également celui qu'on appelle un professionnel des médias. Un journaliste professionnel, c'est lui, d'ailleurs il a décrié les problèmes des moutons noirs, coup de chapeau à lui de pouvoir soulever cet aspect des choses. Ce sont des moutons noirs aujourd'hui qui font à ce que la presse... La loi les protège. Qui est-ce que vous appelez, soyons clairs, qui est-ce que vous appelez moutons noirs? Les moutons noirs ont des termes clairs et précis. C'est celui-là qui n'a pas fait les études professionnelles en sciences de l'information et de la communication. C'est un mouton noir. Vous avez fait la médecine, vous avez étudié la déontologie, je ne sais pas moi, et l'éthique médicale. Et du coup, vous vous retrouvez parce que là-bas, on ne vous a pas octroyé, je ne sais pas moi, comment on appelle l'ordre de quoi? Je ne sais pas moi, l'ordre des médecins, quelque chose comme ça. Et vous vous retrouvez dans la presse. Et dans la presse, il y a ceux-là qui ont étudié l'éthique et la déontologie. Mais si vous qui avez étudié, vous ne vous démarquez pas. Et en même temps aussi, il y a une question de spécialité. Est-ce que si aujourd'hui un journaliste veut aborder une question médicale, saura-t-il le faire?
Il le saura. Pourquoi? Parce que les journalistes ont cette obligation d'abord de s'informer. Lorsque vous voulez aborder une ou telle autre question, vous devrez d'abord, en premier lieu, vous informer par rapport à cette question. Parce que vous ne pouvez pas vous présenter devant un médecin. Il y a aujourd'hui l'Internet, la bibliothèque numérique d'ailleurs. Vous ne pouvez pas vous présenter devant un médecin où vous voulez parler, je ne sais pas moi, du VIH, SIDA, alors que vous ne vous avez fait pas informer. Quelles sont les questions que vous allez poser à ces messieurs? Ben, il va vous prendre pour n'importe qui. Les gens savent très bien que quand on leur tend les micros, ils nous prennent pour des génies. Ils disent que non, les journalistes, c'est tout. N'est-ce pas ça, mon confrère Olivier? Et donc, le problème, c'est quoi? Les journalistes ou ceux-là qui s'appellent, ils ne sont pas d'ailleurs journalistes, ils sont des professionnels des médias. Ils doivent, si vous accédez dans ce métier, prenez quand même le temps de parcourir les textes légaux qui régissent les journalistes et les métiers. Et maintenant, comment pallier, comme vous avez décrié qu'il y a les moutons noirs qui s'ingèrent dans votre métier? Comment pallier à ça? Parce qu'il y a une loi qui les protège. Moi, je les demanderai de pouvoir consulter les lois, ou bien évidemment les lois, l'éthique et la déontologie journalistique, parce que là nous n'avons pas les choix. Ils ont des cartes de l'UNPC, ils ont tout ce qu'un journaliste professionnel peut détenir. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Mais il faut pas, John, il ne faut pas oublier que le journalisme, je m'excuse de prendre la parole à la main, n'oubliez pas que le journalisme c'est une option qui vient à peine d'être initiée à l'université. Ce que nous faisons ici, c'est le journalisme, c'est pas la communication. La communication, donc, vous allez comprendre que la communication peut faire la communication des entreprises et autres. Mais ce que nous faisons ici dans les médias, c'est le journalisme. Et le journalisme, c'est une option qui vient d'être à peine initiée. Dans des universités. Dans quelle université à l'université d'écologie, je pense que c'était la première option où notre confrère Chounard était parmi les premiers produits du journalisme. Mais les métiers existent depuis quand? Mais les métiers existent depuis quand? Si on pouvait compter les journalistes à Colosie. Olivier, tu auras la parole. Patiente, tu auras la parole, Olivier. Ok. Oui. Qui avait fini bien évidemment avant M. Chounard, qui avait obtenu leur diplôme ici dans la ville. En journalisme. Justement. Vous êtes sûr? Mais ils sont encore dans le métier, c'est ça le grand problème. Dans les métiers, et parce que vous parlez du journalisme, je me rappelle bien, je partage alors la même idée que vous, parce qu'au départ, nous avions la science de l'information et de la communication. Vous devez d'abord les savoir que dans les 3 ans qui précèdent le journalisme comme option, on étudie d'abord les journalismes. On est formé dans les journalistes. Avant même. C'est-à-dire c'est au deuxième cycle qui a subissent aussi sur le champ. Même la communication. Non, s'il vous plaît, moi je pense ici, il faut non, tu auras la parole. Même la communication dont est en train de parler Olivier, ça intervient en L2, en licence. Mais d'abord au début, parce que nous étions d'abord dans l'ancien système, c'était d'abord les journalismes et les sciences de l'information et de la communication, donc on apprenait tout. Mais pourquoi est-ce que vous voulez pourquoi est-ce que vous voulez reposer John Mpoyo? Oui. Olivier, patient, tu auras la parole. Oui. Et de la communication, quand on voit l'information, John, partage une information. Voilà, bon dia, je te donne la parole. Je sais que tu étais assoiffé de prendre la parole. Alors, aujourd'hui, vous avez tendance à reposer tout sur ce que vous appelez les moutons noirs. Il y a des gens qui ont été formés. Les gens qui quittent l'université aujourd'hui, qui ne sont pas bien formés, qui n'ont pas d'expérience, mais quelqu'un qui n'a pas fait l'université a de l'expérience de plus que celui qui a fait l'université. Mais vous dites que ce sont les moutons noirs dont vous appelez. Voilà. Je vous concède d'ailleurs cette expression parce que vous dites que ce sont les moutons noirs qui causent du mal à la liberté d'expression. Très bien, très bien. Que ça cause ou pas, ce n'est pas moi qui les a invités de fuir leur domaine. Quelqu'un qui a fait l'économie, il ne sait pas bien les mathématiques, il termine licencié, il n'a pas bien assimilé les cours de l'économie et la gestion, il fuit son domaine, il devient réfugié en journalisme. Non, ça ne peut pas se passer. Mais c'est un fourre-tout. Le journalisme ne peut accueillir tout le monde. C'est le quatrième, très bien. Écoutez-moi, c'est le 4e pouvoir, je précise bien. Nulle part c'est écrit la médecine est le 5e pouvoir ou 3e pouvoir. Mais le journalisme est le 4e pouvoir. Nous sommes dans la même ligne avec le chef de l'État.
gouverneurs de province, les députés provinciaux et nationaux, les juges de cours et tribunaux. Après eux, c'est nous, journalistes. Ici, Olivier Moïse, attendez. Je ne t'écoute pas. Ouais. Si nous sommes le quatrième pouvoir, Oui. pourquoi est-ce que nous n'avons pas un ordre Voilà, très bien. comme les juristes Ce sont et des autres? Ce sont des propositions qui me chatouillent aujourd'hui, que je vais donner à l'excellence Patrick Mouyaya. Ok. Aujourd'hui, quand Olivier Moïse a dit non, avant, déjà en G3, on n'étudie pas les journalistes, mais c'est la communication. S'il peut me préciser qu'il y a une autre faculté qui enseigne la communication déjà en G3, si ce n'est que seul les SIC. Il n'y a pas, est-ce qu'en droit, on étudie la communication des gens en G3? Non. En médecine, on étudie la communication des gens en G3? Non. Je confirme ici d'abord, j'ai fait les sciences médicales avant d'entamer les sciences de l'information et de la communication. Si on part aujourd'hui, dans quel autre domaine? On peut prendre par exemple dans les droits. Aujourd'hui, dans les droits, au niveau du Lualaba, nous avons l'air bâtonnier. Au niveau national, nous avons aussi les bâtonniers nationaux. Mais vous qui vous réclamez être journaliste, pourquoi est-ce que vous n'organisez pas les choses? C'est là que je suis en train de partir. Oui. Okay? Aujourd'hui, vous partez à l'hôpital général de Mwangenji. Qui peut me donner un exemple où dans une seule année où l'hôpital de Mwangenji avait été géré par un avocat, par un mécanicien, par un soudeur? Quel jour et quelle année? Mais aujourd'hui, attendez, monsieur Moïse. Mais aujourd'hui, dans le journalisme, vous trouvez quelqu'un qui est en train de gérer un organisme de la presse, quelqu'un qui a fait les droits, papa, il vient faire si quoi? quelqu'un a fait le management, attendez. C'est une entreprise qu'il est en train de gérer. Laissez-moi acheminer avec mes idées, ok? Le journalisme, ce n'est pas une entreprise, ok? Le journalisme, c'est un pouvoir, je l'ai souligné, c'est un quatrième pouvoir, et je le souligne. Le chef de l'État, ensemble avec le ministère de la Communication, ils doivent revoir si le ministre de tutelle, il est de formation, pourquoi il doit nommer ses sous-directions les gens qui viennent des autres domaines. Quelqu'un qui a fait les droits aujourd'hui, il se retrouve à la tête de l'UNPC et il est en train de gonfler. Nous sommes très professionnels que ceux-là qui ont fait les cycles. Non, il faut revoir cette façon de faire les choses. Parce que Chouna Ngoy, ce sont les gens qui nous font insulter, les gens qui ne savent pas l'éthique et la déontologie. Vous pouvez lire un livre qu'on a publié sur l'éthique et la déontologie, mais les explications des professeurs qui ont des professeurs qui sont allés encore au-delà de ce que nous avons étudié pour se professionnaliser. Est-ce que c'est ce qui étouffe aujourd'hui la liberté de la presse? C'est ce que je suis en train de dire. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la liberté de la presse, je n'ai pas dit, elle est étouffée. C'est-à-dire ceux qui sont en train d'entretenir les antivaleurs. Très bien. Ce sont les moutons noirs. Parce que quelqu'un qui n'est pas très bien formé sur Nango, nous qui avons fait les sciences de l'information et de la communication, dans l'éthique et la déontologie, nous savons bien que même quand vous créez votre média en ligne, il faut travailler comme ça. Mais aujourd'hui, dans une activité, je donne ici un exemple, ouverture de la session parlementaire de mars, assemblée provinciale, après la plénière, les journalistes se conscientisent dehors, 14 médias en ligne, 14 pour faire interview à 6 députés provinciaux. Ça va passer où? On entre sous les nets, on va trouver ces éléments-là où? Mais il y a des médias en ligne qui se respectent. Ici, il faut tout revoir. Il faut réguler. Les secteurs. Les secteurs doivent être régulés. Il faut mettre dehors et mettre dehors, même si la loi moi, je pense que c'est un projet. C'est un projet. La loi n'est pas rétroactive sur Nangoy, par exemple. Pour la loi Patrick Mouyakou, chapeau à lui, c'était une tête. Mais il faut réguler. Les gens qui sont dedans, en train d'œuvrer en désordre, il faut le mettre dehors. Je ne trouve pas aujourd'hui un mécanicien posséder la carte d'un avocat. Vraiment. Mais aujourd'hui, un avocat, il a la carte d'un journaliste de l'UNPC. Il a fouillé son domaine. Voilà, Olivier prend la parole. Bon Dieu, merci beaucoup. Il est temps pour moi d'accorder aussi la parole à Olivier. Hormis ce que tu as soulevé, que ce sont les politiques qui sont un peu d'étouffer la liberté d'expression des journalistes, Bondi Ampalanga vient de soulever aussi un autre aspect, c'est que ce sont ceux qui n'ont pas fait les cycles, ceux qui n'ont pas été formés en journalisme, qui sont en train de se livrer en quelque sorte aux pratiques qui sont pratiquement odieuses par rapport à notre métier. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord, Chounar, que le journalisme, avant c'était un art, et c'est à peine qu'on vient de le rendre comme une science. C'est-à-dire c'est les gens qui étaient passionnés du journalisme qui faisaient les médias. Donc on ne peut pas insulter la mémoire de ceux qui nous ont formés
en journalisme parce Mais que il vous faut êtes passé aussi par ajouter l'université. que les journalistes de grande renommée dans le monde sont des gens qui n'ont même sont pas pas fait issus les des journalistes. C'est ça, Voilà. c'est ça le Donc, mal. le problème, c'est Il que n'existe pas un c'est journaliste que le qui journalisme, a fait c'est les un centres art. de C'est comme par exemple il faire la n'existe pas. rédaction. Faire Ouais. la rédaction, l'art d'écrire d'une manière harmonique. Donc, c'est-à-dire que les journalistes, c'est à peine qu'on vient de le faire une science. C'est comme le foot. C'est une passion, quelqu'un qui se retrouve, il joue bien au foot. Vous allez lui demander un diplôme. Un diplôme. C'est au Congo, on dit c'est un quatrième pouvoir. Oui. Voilà. Là, c'est juste. C'est-à-dire quand on parle du quatrième pouvoir, c'est un slogan pour vous. Donc, ça n'a pas encore été concrétisé, au fait. ça. On doit les concrétiser. Ok. Alors, Voilà. quand on dit que le journalisme, c'est comme une passion, on sent que les autres sont entrés dans le journalisme par passion. Et après, on en fait une science. Quoi de plus normal que les autres puissent se rattraper, retourner à l'université. Mais déjà que la loi Mouyaya protège ceux qui sont déjà dans le métier, ceux qui sont dans les métiers que les autres appellent au fait ça. Le Mouton mouton noir noir. je peux dire quoi, par égoïsme, tout comme par un esprit mal intentionné. Oui. Parce que patriotisme. c'est-à-dire que Ouais. les bavures dans le journalisme, ce n'est pas Mouton Noir, ce n'est pas celui qui vient de l'université. Les bavures dans le journalisme, c'est en journaliste lui-même, dans la personne, dans la personne journaliste, dans la personne journaliste. Tu peux sortir de l'université, mais tu entres dans le média. Tu sais bien que dans le média, c'est vrai, on ne vient pas chercher au fait dans le C'est pas l'INPP. l'argent. C'est pas l'INPP. C'est pas dans les mines. On ne vient pas chercher au fait l'argent en journalisme tant qu'on vient servir. Donc, mais toi, tu viens fraîchement de l'université, tu sens que non, je pars me chercher de l'argent dans le journalisme. Tu arrives dans une chaîne des médias où on te paye moins de $100. Comment tu vas nouer les débuts du mois? Tu commences maintenant à escroquer les gens. Oh, président, Maintenant, c'est alors que mon confrère Bondi a dit vous venez, vous avez fait donc, des interviews avec 16 députés, mais vous avez 1 minute 30 à faire passer. Comment est-ce que vous allez leur faire passer? Avec quelles idées? Donc, c'est-à-dire que ça sera à court d'idées, c'est impossible de les faire. Donc, le mal ne vient pas de ceux dont vous qualifiez mouton noir, ou mouton blanc, ou mouton café, mouton kaki. Le mal vient de la personne. Donc, si le journalisme... du mouton noir. Oui. Pas du mouton noir, mais du journaliste. Ou il faudrait qu'on les Mouton noir, appelle mouton maintenant les noir. professionnels des médias. Mouton noir, mouton blanc, mouton kaki, on est tous journalistes. Parce que d'abord, au départ, c'est un art. Et les gens viennent en journalisme pour servir. C'est là que j'ai dit, il faut réguler. C'est ça, donc la loi déjà est là, la loi protège. Et je sens qu'il y aura des suivis, c'est ça qui est là. Donc il y aura des suivis. Mais moi je pense qu'on est en train presque de parler le même langage. Est-ce quelles sont les pistes de solutions aujourd'hui pour qu'il y ait la liberté d'expression? Nous avons beaucoup plus décrié. Vous avez soulevé l'aspect des moutons noirs. L'autre a dit qu'il n'y a pas de moutons noirs. C'est un art tout. Mais passons maintenant aux pistes de solutions. John Nompoyo, quel est le moyen qu'il faut peut-être emprunter ou bien les chemins qu'il faut emprunter pour qu'aujourd'hui que les journalistes soient libres d'exercer son métier? D'abord, avant de parler de cela, je voudrais encore répéter. Rapidement, l'État nous fait des fonds. Déjà signalé qu'il nous reste 5 minutes. Dans quelques secondes. Okay. Je dois rappeler à M. Olivier que ceux-là qui s'appellent journalistes, qui ne sont pas passés sur les bancs de formation, il faudrait mieux qu'on commence à les appeler, ou déjà on les appelle les professionnels des médias. Ils les font par passion, oui, mais ils ne sont pas journalistes. Qui est journaliste? Et c'est lui qui est passé sur les bancs de formation. Tu as déjà dit ça, John, rapidement. Il fallait encore les rappeler. Mais pour ce qui est des pistes et des solutions pour que les journalistes soient libres, comme je l'avais dit encore au début de cette thématique, les acteurs politiques qui sont propriétaires aujourd'hui des chaînes de télévision, je ne sais pas moi, des radios, doivent enlever leurs mains dans la gestion de la chose. En fait, vous avez donné, je ne sais pas moi, vous avez créé votre chaîne, c'est très bien beau, mais vous ne devez pas être tout le temps en train de suivre cette chaîne de près. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et d'ailleurs, si les journalistes sont en train de travailler dans toute liberté d'expression, vous allez vous rendre compte que même votre média va avoir une certaine ampleur qui va dépasser peut-être les autres. Ça ne sert à rien de suivre de près tout ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont parlé des Et le quatrième pouvoir qu'on confère aux journalistes est-il réellement réel?
Justement, le quatrième pouvoir est-il réellement réel? Pourquoi nous attendons que cela soit régularisé? Vous le savez très bien que si nous sommes sur le terrain, est-ce que vous savez d'abord que même les présidents, parfois, ou les autorités craignent les journalistes? Une fois que les journalistes sont sur le terrain, c'est vrai que cela a été interdit par la déontologie, c'est que malheureusement d'autres professionnels des médias font. Il y a une erreur dans une activité commise par une autorité et cette personne prend et lance ça sur les réseaux sociaux. Or, éthique et déontologie. Justement. Oui, les temps nous fait défaut, John Paul. Je sais que... Bon dia, rapidement, les pistes de solutions. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que le quatrième pouvoir, ou bien le pouvoir qu'on attribue aux journalistes, est-il réel? Le quatrième pouvoir en République démocratique du Congo, dans les métiers que les autres appellent un divertissement, comme le football, je suis très désolé, parce que pour le football, on prend, même si quelqu'un n'est pas passé... On n'a pas parlé des divertissements, on a parlé des passions. Non, le football aussi, c'est un divers, n'est-ce pas? C'est un loisir. C'était un exemple qu'il a donné. Très bien. Allez-y, si vous savez que vous étiez passionné du média, pourquoi aller faire les droits à l'université? Ok, je donne maintenant ici... rapidement les temps. Très bien. Je propose ici au ministre Mouyaya, les états généraux de la presse, qui prend part là-dedans? Ok? Est-ce aujourd'hui, si on veut éradiquer l'insécurité à l'est de la RDC, dans la réunion stratégique, dans la réunion stratégique sécuritaire, est-ce les militaires du M23 sont là-dedans? Parce que l'objectif, c'est quoi? Arriver à chasser les M23 du territoire, n'est-ce pas? Pour toutes ces exactions-là, afin que ça puisse prendre fin. Aujourd'hui, si on veut mettre dehors l'insécurité journalistique, si on veut mettre de l'ordre et remettre le respect aux journalistes et lui conférer le quatrième pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, les gens aujourd'hui qui font la honte, ce sont les gens, quelqu'un qui écrit, il s'est dit non, je vais créer ma chaîne en ligne, ok, quelqu'un n'est pas passé par les bancs de l'université pour apprendre les métiers. Aujourd'hui, dans les états généraux de la presse, choisissez qui doit prendre part. Pas prendre non parce que tel était grand journaliste, RFI, France 24. Mais quand même, on a organisé plusieurs états généraux. Qui prend part là-dedans? Qui prend part? Ok? Nous avons des éminents professeurs. Les gens sur Nangoy, après la licence, il est parti faire son master, le doctorat, il a terminé. Prenez ces gens-là et prenez l'État que j'accorde aussi, l'État nous fait défaut. Oui, les pistes de solutions. Arrêtons de nous entretenir, nous sommes confrères. Oui. Beaucoup de bavures viennent des médias sociaux. Nous tous, nous les savons sans ignorer. Mais je ne vois pas vraiment des bavures dans une chaîne responsable qui se respecte. Ici à Kolwezi, un journaliste qui se démalmène. Mais au moins dans les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup. Tout le monde s'évertue être journaliste. Tout le monde. Mais ces gens-là qui font ça ont des cartes. Hein. Donc, ils sont identifiés comme journalistes. Il y a certains ce sont des brebis galeuses qu'on ne sait pas identifier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rapidement que nous puissions avoir une liberté de la presse ici au Congo ou dans notre province? J'encouragerais les journalistes d'investir dans le journalisme. Donc, si on investit dans le journalisme, je crée ma propre chaîne, je me dis que je vais les faire avec professionnalisme. Parce que c'est déjà d'abord, c'est une passion, c'est un art qui est en moi, et je vais les faire selon ce qu'il faut faire, ces métiers. Et aussi dépolitiser ces domaines. Médias. Voilà. Vous êtes politicien, vous avez votre chaîne, vous avez de l'argent. Créez votre chaîne, ça fait plaisir quand on a des très belles télévisions, des très belles chaînes comme Aman ici à Kolwezi. Vous êtes politicien, créez des très belles chaînes, créez des médias, mais sortez votre main de là. Peut-être vous êtes investi comme un entrepreneur, à la fin vous avez des contrats, gérez ces contrats-là, mais laissez les gens merci beaucoup, Olivier. Libres de votre carrière politique. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci aux journalistes qui ont été avec moi sur le plateau. Je vois John Poyo, Bondi Ampalanga, Olivier Mouenzé. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec d'autres thématiques. Ciao.